à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La réforme de l'apprentissage examinée au Sénat a pris un début de séance houleux hier entre la majorité sénatoriale et le gouvernement sur l'assurance chômage. Ce dossier ne devrait pas apaiser les tensions. La Haute Assemblée veut en effet laisser la gestion des apprentis aux régions. Le débat à suivre. Faut-il inscrire la lutte contre le changement climatique dans la Constitution? Les sénateurs auront à se prononcer en septembre lors de la révision de la loi fondamentale. Ce matin, ils organisaient une table ronde pour mieux en comprendre les enjeux. On en parle avec notre invité, le philosophe Dominique Bourg. L'an dernier, pas moins de 530 médicaments ont été en rupture de stock en France, une hausse de 30% par rapport à 2016. Au Sénat, une mission d'information a été créée pour limiter et anticiper ce phénomène qui peut avoir de graves conséquences pour les patients. Analyse dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Saveria Rojek et Tam Tranui. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, la France s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde de football, plongeant le pays tout entier dans la liesse et faisant planer un petit air de 98. Les sénateurs unanimes ont salué cet exploit en attendant avec impatience de décrocher cette deuxième étoile dimanche. Héloïse Grégoire et Adrien Develay. Tu fais une tête? Allez, vas-y. Vous avez vu ça quand même, hein? Mais il m'a vu plus bas. Au Sénat, on se prête aussi au jeu. Difficile aujourd'hui de ne pas parler de la victoire de l'équipe de France face à la Belgique. Patrick Kanner, ancien ministre des Sports de François Hollande, croit au succès des Bleus, mais avec prudence. Vous savez, j'étais à la finale France-Portugal comme ministre des Sports à l'époque. Et c'est d'ailleurs un joueur lillois, c'est horrible, mais portugais, qui a marqué le but contre la France, le fameux but. Donc moi je suis très prudent, je pense qu'il faut rester concentré. Un parfum de 98 règne tout de même à la Haute Assemblée. Le sénateur Cédric Perrin était aux Champs-Élysées avec sa famille hier soir. Selon lui, ces moments sont très importants pour l'unité nationale. L'immense majorité des gens qui étaient là pour savourer ce moment plutôt sympathique, plutôt agréable. Et je pense que les gens avaient besoin de ça. Je pense que dans ce pays, les gens avaient besoin aussi de se retrouver, de vivre des moments de joie, des moments de bonheur. Sur les réseaux sociaux, les réactions politiques n'ont pas tardé à pleuvoir. Le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est exprimé sur Twitter. Pierre Laurent a également partagé sa joie, ainsi que David Assouline et Bruno Retailleau. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale hier soir. Sur ces images amateurs, des scènes de liesse populaires partout en France, comme ici, à Marseille ou à Lyon. Des images de joie et d'émotion qui rappellent celles de 98. Et on continue les réactions avec vous. Saveria Rojek, à vos côtés, c'est le sénateur centriste de la Haute-Loire, Olivier Cigolotti. Absolument. Bonjour Olivier Cigolotti. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Votre réaction, bien sûr, après cette victoire de l'équipe de France, vous, le grand amateur de football, passionné? Écoutez, oui, passionné, bien sûr. Nous avons vécu un grand moment de football et nous avons surtout vécu un grand moment de liesse populaire. Je crois que plusieurs dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue après cette belle victoire. Partout dans nos villes, dans nos villages, la liesse était au rendez-vous et la France avait le sourire accroché sur ce visage. Et je pense que la finale de dimanche en sera également un autre grand moment. La France, les Français en avaient besoin de ce moment de liesse, de concorde populaire? Je pense que c'est un moment qui fait du bien, effectivement, qui permet d'oublier les difficultés du quotidien, les difficultés personnelles, professionnelles. C'est un moment qui redonne de la cohésion. On l'a vu hier soir, nous étions un certain nombre à voir ce match de façon transpartisane, quel que soit le groupe politique auquel nous appartenons. Ça renforce l'unité nationale ? Oui, inévitablement, ça renforce la cohésion. Comme je vous le disais, ça renforce l'unité nationale. Il faudra maintenant assurer la pérennité de cette cohésion et de cette unité. Il a décidément beaucoup de chance, Emmanuel Macron.
Alors je ne suis pas sûr que ce soit grâce à Emmanuel Macron. Il était présent, certes, et je pense que c'est le rôle du président de la République d'être présent aux côtés de nos Bleus. De la chance dans le sens où au moment où les premières difficultés se font réellement jour politiquement, la France se retrouve en finale de la Coupe du Monde de football. On peut considérer ça effectivement comme de la chance et pendant quelques heures, pendant quelques jours, les Français vont penser à autre chose qu'à la politique du quotidien. Votre pronostic pour dimanche, tout d'abord l'adversaire idéal, est-ce que c'est la Croatie ou l'Angleterre ? C'est un choix qui est difficile. Je crois qu'il n'y a pas d'adversaire idéal. Nous allons nous en remettre à la demi-finale ce soir. Personnellement, je préférerais la Croatie. L'Angleterre a quand même quelques éléments assez déterminants dans son équipe. Mon pronostic, 1-0 pour la France, bien évidemment. 1-0 pour la France. 1-0. 1-0 pour la France, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci Olivier Cigolotti d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous, Saveria, pour cette première réaction. On en vient à présent à cette rencontre des partenaires sociaux ce matin. La première entre patronat et syndicats depuis l'élection de Geoffroy Roux de Bézieux à la tête du MEDEF. Une rencontre qui intervient à quelques jours de leur rendez-vous avec Emmanuel Macron. L'occasion pour eux de montrer qu'ils peuvent travailler ensemble. Julie Hulin. C'est une réunion inédite qui a rassemblé ce matin les leaders syndicaux et patronaux des 8 organisations représentatives. 2 heures d'échange au Conseil économique, social et environnemental et l'occasion d'une première prise de contact pour le nouveau président du MEDEF. Nous nous sommes rencontrés dans un climat cordial. On a eu des discussions sur un certain nombre de thèmes, notamment sur les mutations technologiques, sur les mutations de l'économie, sur les conséquences sur le monde économique, et on a convenu de se revoir en septembre pour préciser les thèmes de travaux. Un climat décrit unanimement comme serein, mais pas beaucoup plus d'informations sur le contenu de leurs échanges. Leur objectif, faire front commun. C'est une bonne nouvelle que les responsables d'organisations syndicales et patronales se retrouvent pour discuter entre eux. Et on continuera de le faire. Et d'ailleurs, vous ne serez pas forcément toujours au courant. Je pense que la réaffirmation du rôle des interlocuteurs sociaux en tant que patronaux et syndicats, en tant que leur rôle en matière de contrepoids dans notre démocratie sociale, là-dessus est un point totalement commun à l'ensemble de nos organisations. Pas de réaction en revanche ce matin concernant la demande faite par Emmanuel Macron de renégocier la convention d'assurance chômage. Moi, je ne fais jamais aucun procès d'intention au pouvoir. Je considère toujours que l'intelligence est une option disponible. Donc, à ce titre, j'attends beaucoup des réunions qu'il convoque. Voilà. Attente et unité avant de rencontrer le mardi 17 juillet Emmanuel Macron pour définir ce qu'il a lui-même appelé un nouveau contrat social. Syndicats et patronats se retrouveront eux en septembre, portés par la volonté de reprendre la main sur le calendrier social, indépendamment des rendez-vous fixés par l'exécutif. Et les partenaires sociaux, on vient de le voir, sont bousculés par le chef de l'État, notamment dans la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, examinée en ce moment même par les sénateurs. Il demande en effet, le chef de l'État, de se remettre au travail sur la question de l'assurance chômage. Alors qu'un accord avait été trouvé, c'est un amendement qui a d'ailleurs été déposé hier, mais qui n'a pas été adopté en commission ce matin. Pour en parler, on retrouve Tam Tranui, qui suit ces débats pour nous depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Bonjour Tam. Oui, bonjour Delphine, effectivement. Le projet de loi Avenir professionnel qui est débattu depuis hier dans l'hémicycle comporte, pour être parfaitement clair, 3 volets principaux. Un sur l'apprentissage, un deuxième sur la formation professionnelle et un troisième sur l'assurance chômage. C'est bien sur ce dernier point que les changements de dernière minute de taille ont été annoncés lundi par Emmanuel Macron devant le Congrès réuni à Versailles. Le président de la République a déclaré vouloir une nouvelle négociation des partenaires sociaux autour de l'assurance chômage. L'objectif, c'est de revoir les règles d'indemnisation pour qu'elles encouragent davantage à la reprise d'emploi et, pour être parfaitement clair, réfléchir à une nouvelle allocation de longue durée au-delà de 24 mois. Et bien sûr, cette annonce, elle percute de plein fouet ce troisième volet de ce texte sur lequel travaille le Parlement. Un projet de loi qui a déjà été débattu de longues heures à l'Assemblée nationale, qui a été adopté par l'Assemblée, qui a été largement travaillé par le Sénat en commission. L'amendement surprise du gouvernement pour ouvrir cette nouvelle négociation a donc été très mal perçue, très mal prise hier par les parlementaires qui se sont mis en colère. Les rappels au règlement se sont d'ailleurs succédé pour dénoncer
l'amateurisme, le manque de respect du gouvernement à l'égard du travail des parlementaires, aussi bien à droite, à travers la voix du président du groupe LR, Bruno Retailleau, qu'avec les mots de Patrick Kanner. Le Parlement n'est pas un corps intermédiaire, a-t-il dit. Ce sont de simples emballements politiques, a rétorqué de son côté le gouvernement. Reste que ce matin en commission, eh bien, les esprits ne s'étaient pas du tout apaisés. À part le groupe La République En Marche, eh bien, tous les autres groupes politiques, unanimement, ont rejeté cet amendement du gouvernement pour ouvrir ces négociations. Et vraisemblablement, ça va donc être très difficile de le faire passer au Sénat. A priori, eh bien, en l'état, il va falloir attendre une éventuelle ultime lecture à l'Assemblée nationale pour confier aux partenaires sociaux ces nouvelles négociations. Merci beaucoup Tam pour toutes ces précisions. Alors vous venez d'en parler, le gouvernement veut réformer en profondeur l'apprentissage. 15 millions d'euros y seront consacrés. Pour cela, l'exécutif veut un véritable Big Bang en permettant aux entreprises d'avoir la main sur l'apprentissage en partant des besoins en emploi. Alors que les régions veulent continuer à piloter ce dispositif. Retour sur ce bras de fer entre les branches professionnelles et les collectivités territoriales avec Quentin Calmy. Avec le projet de loi sur la formation professionnelle, un véritable bras de fer oppose le gouvernement et les régions sur la question de l'apprentissage. Principale crainte des collectivités avec le texte de Muriel Pénicaud, les branches pourraient ouvrir des centres de formation qui feraient concurrence aux structures pilotées par les régions. Une évolution réclamée depuis plusieurs mois par le patronat. C'est nous qui connaissons ces métiers, les métiers de demain, les parcours, et donc nous souhaitons avoir la main. Je dirais totalement, ou en co-responsabilité, mais sur les filières d'apprentissage, sur les CFA, que le financement soit direct, que ça ne passe plus par les régions, et que ça soit simple. Hors de question pour les représentants des régions. Selon Hervé Morin, il faut garder une régulation publique. Depuis plusieurs semaines, il ne mâche pas ses mots sur la réforme voulue par Muriel Pénicaud. Moi, je suis président de la région depuis 2016. L'apprentissage a augmenté de 7%. En Normandie. Dans toutes les régions, demandez ce qu'a fait Valérie Pécresse, ce qu'a fait François Bonneau, ce qu'a fait le président de la région Aquitaine, Alain Rousset. On a tous mis le booster sur l'apprentissage. On a besoin de décentralisation. Vous verrez ce que je vous dis. La réforme de l'apprentissage, ce sera un échec gigantesque. Le Sénat, chambre des collectivités, entend donc désormais rééquilibrer le texte en faveur des régions, mais sans bouleverser l'équilibre général de la loi. Et on retourne salle des conférences où nous attend Saveria Rojek. À vos côtés, le sénateur socialiste de l'Aisne, Yves Daudigny. Absolument. Bonjour Yves Daudigny. Merci de répondre à nos questions. Alors hier, au début de l'examen de ce projet de loi, les discussions ont été étendues. Il y a eu plusieurs rappels au règlement. En cause, bien sûr, les annonces la veille au congrès de Versailles d'Emmanuel Macron sur la remise à plat de l'assurance chômage. Ce qui percute bien sûr l'examen, le travail parlementaire. Votre réaction là-dessus tout d'abord? Le dépôt de l'amendement par le gouvernement, c'est un coup de force contre le travail parlementaire. Alors que les députés ont abouti déjà à un premier texte, que les sénateurs ont beaucoup travaillé en commission, le gouvernement annonce que dès que la loi sera promulguée, il demandera aux partenaires sociaux une négociation de 4 mois avec 2 objectifs, de lutte contre la pauvreté, bien, et puis en même temps d'incitation aux chômeurs à retrouver un travail. C'est un manque de respect de la désinvolture de la part du gouvernement envers le travail parlementaire Ou le gouvernement n'était pas prêt lorsqu'il a déposé le texte de cette loi, ou bien il essaie de perturber le travail parlementaire, mais dans les 2 cas, c'est très négatif. Sur la réforme précisément, on vient de le voir, la réforme de l'apprentissage, le Sénat veut laisser la gestion des apprentis aux régions. Quelle est votre position là-dessus? Nous sommes favorables à ce que les régions soient au moins en co-pilotage avec les organisations professionnelles, avec les branches professionnelles, parce qu'elles ont aujourd'hui la compétence et la connaissance du sujet. Donc nous sommes en phase avec la majorité du Sénat sur ce point. Hervé Morin parlait d'un énorme échec en cas de retrait de cette compétence aux régions. On peut le risquer, c'est un pari que fait le gouvernement. D'ailleurs, la ministre l'a dit. Or, on ne doit pas parier avec la formation professionnelle parce que c'est un enjeu essentiel. Un mot sur le compte personnel de formation. Les discussions ont été longues hier là-dessus, sur cet article 1. Sa monétisation est très décriée. Vous souhaitez que le compte ne soit pas monétisé? Nous avons, pour mon groupe, déposé des amendements pour
faire disparaître cette monétisation du CPF. Alors je veux d'ailleurs souligner le fait que ce texte de loi a démarré par un autre coup de force, par un Big Bang annoncé par la ministre du Travail. C'est certainement l'une des premières fois depuis la loi initiale de 1970 où le gouvernement ne suit pas, au moins dans les grandes lignes, les accords qui ont été signés par les partenaires sociaux. Et c'est le cas. Les partenaires sociaux avaient été tous contre la monétisation du compte personnel de formation. Très bien. Merci beaucoup. Merci Yves Deligny pour cette réaction. Merci beaucoup. Merci à vous, Saveria, et je vous propose de voir à quoi ressemble le quotidien d'une apprentie. C'est le cas de Justine, 19 ans. Il y a 3 ans, elle a choisi la voie de l'apprentissage. C'est en Bourgogne. Elle apprend le dur métier de serveuse et vous allez le voir, ses journées sont rythmées par un emploi du temps bien chargé. Son portrait est signé Marie Brémaud. Il est 9 h. Justine se prépare à aller au travail. Dans une demi-heure, elle commence son service dans une auberge réputée du Morvan. En général, c'est toujours le même rituel. Donc on prépare toute la mise en place. À 19 ans, elle travaille depuis 2 ans comme apprentie. Ménage, mise en place, service en salle, une école de la rigueur qui ne l'effraie pas. Je voulais un métier où il y avait le contact avec les clients et puis j'ai essayé la restauration et ça m'a plu. Malgré les encouragements de ses parents à poursuivre sa scolarité, elle décide de quitter la filière générale pour apprendre un métier. Moi, j'ai préféré laisser l'école parce que tout ce qui était Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, ces choses-là, les programmes classiques, les programmes qu'ils essayent de nous faire rentrer, toute cette connaissance, faut en avoir, mais pour moi, c'était moins important que de travailler, d'être avec le contact et la clientèle, on va dire. Il faudra revoir par rapport à ce que l'on avait fait. On a peut-être fait une inversion. 1, 2, 3, le Cédurès, vous le mettez avant le Bourgogne? Ah oui, alors pardon. Voilà, il faut inverser, très bien. Irancy, Chablis, Nuit-Saint-Georges, en plus du métier de serveuse, Justine voudrait devenir sommelière. Une motivation remarquée et appréciée par son maître d'apprentissage. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas préparés à venir vers nous, à la campagne, en plein milieu des champs où on est. Ils ont l'habitude de la ville, l'habitude de sortir le soir et autres. Et nous, c'est vraiment notre métier qui passe en premier. Une formation exigeante qui laisse peu de place au plaisir dans la vie d'une jeune femme de 20 ans, mais la promesse de décrocher un premier job rapidement. Là, c'est pas des sacrifices non plus énormes. C'est pas voir ses amis pendant une semaine, c'est pas sortir en gros pendant une semaine. C'est pas non plus la fin du monde, je pense. Justine travaille 40 heures en moyenne par semaine, pour lesquelles elle touche un salaire de 1 019 € par mois. Elle habite seule, dans un studio, en pleine campagne à Carré-les-Tombes. Moi, j'ai choisi de travailler et de prendre mon indépendance. Et du coup, j'assume ce que j'ai choisi, on va dire. J'assume de faire mon petit ménage, j'assume de faire mes courses, de faire les factures, les choses comme ça. Mais il y a mes parents qui m'aident quand même beaucoup derrière. Justine aspire avant tout à trouver une place, et la bonne, dans le monde du travail. Son rêve, rejoindre son oncle sommelier en Nouvelle-Zélande. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Alain Marc, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur de l'Aveyron, vous êtes rattaché au groupe Les Indépendants, République et Territoires, ici au Sénat. Bienvenue. Max Brisson est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques, membre de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Jacques-Bernard Magnier est également avec nous. Bonjour. Sénateur socialiste du Puy-de-Dôme. Vous vice-présidez cette même commission. Puis j'accueille enfin Olivier Henno. Bonjour, vous êtes sénateur centriste du Nord, secrétaire de la Commission des Affaires sociales. On sait que le gouvernement, première question pour vous, Max Brisson, veut réformer en profondeur l'apprentissage en consacrant 15 milliards d'euros, en libéralisant les offres de formation, renforcement de l'attractivité de l'apprentissage pour les jeunes. Pour la ministre Nicole Pénicaud, les acteurs de terrain sont satisfaits. Le Sénat, beaucoup moins de cette réforme. Oui, il me semble qu'il manque un grand absent dans cette réforme de l'apprentissage. Si on considère que l'apprentissage doit être une voie majeure de la formation initiale, il manque un grand absent, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Moi, j'ai une grande inquiétude. C'est pour les lycées professionnels.
C'est une voie importante dans notre ministère de l'Éducation nationale. Et aujourd'hui, il y a une grande inquiétude. Si on développe d'abord l'apprentissage, les lycées professionnels seront en grande difficulté. Il fallait, si vous me permettez l'expression, en même temps, rénover la voie professionnelle et rénover l'apprentissage et faire de l'apprentissage. C'est pas le cas, c'est parce que fait le C'est pas le cas puisque l'on attend de la part du ministre de l'Éducation nationale la rénovation de la formation professionnelle. Il a de la voie professionnelle, il a annoncé, mais nous ne savons pas ce qu'il y a dedans. Il y a bien eu un rapport de la députée Madame Calvez et du chef étoilé Régis Marcon, mais à part ce rapport, nous n'avons pas la volonté du ministre. Et donc nous avons une erreur de calendrier. On a déjà obtenu cela, on a déjà observé cela, cette erreur de calendrier. On a eu un débat et on a voté la loi orientation et réussite des étudiants, et ensuite on a la rénovation du baccalauréat. Il y a, je crois, un problème de méthode et de calendrier, et ici nous avons une rénovation de l'apprentissage. Je peux être d'accord avec un certain nombre de mesures techniques, et on aura ensuite la rénovation de la voie professionnelle, alors que l'alternance et l'apprentissage doivent être, à mon avis, des éléments forts de la rénovation de la voie professionnelle de l'Éducation nationale. Jacques-Bernard Magner, je voyais acquiescer. C'est vrai que l'éducation est la grande absente de cette réforme ? Oui, je crois que mon collègue Max Brisson et moi-même l'avons dit lors de l'audition du ministre de l'Éducation nationale la semaine dernière. Nous l'avons dit aussi lors du débat sur le rapport présenté sur ce projet de loi. C'est dommage parce que l'éducation nationale, c'est quand même un morceau important de la formation des jeunes, heureusement, et les lycées professionnels, bien entendu. Mais aussi, il y a une autre question importante, c'est celle de la territorialisation au niveau régional de beaucoup de choses et de la privatisation d'un certain nombre d'initiatives, en particulier l'information des jeunes sur l'orientation. Et à notre avis... Privatisation, c'est ce qui va se passer une forme de privatisation dans la mesure où on donne à des officines la possibilité de proposer aux jeunes les différentes possibilités de formation et d'orientation. Pour nous, c'est une façon de faire échapper à la responsabilité nationale, qui jusqu'à maintenant est la carte nationale des formations, quelque chose qui va devenir une carte régionale. Et moi, je suis très inquiet parce que quand on dit carte régionale, toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. Il y en a des plus riches, des plus pauvres. Il y en a des qui ont plus de possibilités et d'autres moins. Et on fait là, pour les élèves, pour les jeunes de notre pays, des différences qui relèvent de la territorialisation. Et ça n'est pas satisfaisant. Je sais bien que beaucoup de gens souhaitent qu'on applique des formations dans les secteurs où il y a du travail dans la région, certes. Mais ça n'est pas que cela, l'orientation et la formation. C'est aussi donner la possibilité à des jeunes, au moins jusqu'à 16 ans, et ensuite, lorsqu'ils le veulent, le gouvernement veut faire, justement, en parlant de révolution copernicienne. On part maintenant des besoins en formation, en emploi. C'est pas satisfaisant. Et du coup, on donne la main aux entreprises, aux branches professionnelles. Et les régions ne sont pas d'accord, Olivier Hénaud, d'ailleurs. L'apprentissage dans notre pays, ça ne fonctionne pas. C'est ça la réalité. 8% d'apprentis, alors qu'il y en a beaucoup plus dans les autres pays européens. Donc pour moi, le pire, ce serait le statu quo. Moi, ce quotidien, je le connais puisque mon fils a fait apprentissage plomberie. Et d'ailleurs, il s'en plaint pas du tout. Mais enfin, c'est pas une sinécure, c'est pas une promenade de santé. Parce que pour trouver le contrat d'apprentissage, c'est pas toujours simple. Donc, la mobilisation des entreprises, la mobilisation des branches, nous, on y est plutôt favorable. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut laisser de côté les régions, ce serait idiot, laisser de côté les territoires, pas du tout. Parce qu'on a entendu Hervé Morin précédemment dans cette émission. Il dit que ça va être un échec, ça ne marchera pas. Je pense qu'on peut être en copilotage. Mais voyez, moi, je prends cet exemple-là. La ville dont j'étais le maire, Saint-André-les-Lilles, était jumelée avec Dormagen. C'est le siège de Bayer. Première fierté de Bayer, c'est le nombre des apprentis. On en est loin dans notre pays. Bayer, il affiche le nombre d'apprentis avant le chiffre d'affaires et avant le nombre de salariés. Et donc, il me semble que impliquer les branches ou impliquer les entreprises, c'est peut-être faire en sorte d'en sortir, parce que ça fait combien d'années que on a des incantations sur l'apprentissage et qu'on plafonne à 8%. Donc pour moi, le pire, c'est le statu quo. Il faut oublier personne, mais impliquer les branches et les entreprises sur ce sujet, ça me paraît pertinent. Oui, Alain Marc, pourtant, le Sénat a souhaité renforcer, au contraire, le rôle des régions dans la gestion de l'apprentissage. Oui, mais je crois qu'il faut effectivement redonner ces lettres de noblesse à l'apprentissage. Lettres de noblesse qui n'ont jamais d'ailleurs été trouvées, puisqu'en France, nous sommes un petit peu les derniers de la classe quand on se compare aux autres pays européens. Mais ce qu'il y a d'étrange au niveau national, c'est qu'enfin, peut-être, on va se rendre compte, mais ce n'est pas l'objet de ce projet de loi, on étanchéise la formation professionnelle. D'un côté, il y a l'éducation nationale, d'autre côté, il y a les chambres de métiers, il y a l'alternance. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Or,
partir de besoins, c'est une excellente chose, mais il y a vraiment, effectivement, un problème de méthode, comme le disait le collègue tout à l'heure. Il aurait fallu voir la formation professionnelle dans son ensemble, certes partir des besoins, mais ensuite, que va-t-on faire effectivement des lycées professionnels? Même si je partage aussi l'avis de mon collègue, aujourd'hui, rester au statu quo, alors que nous avons un vrai problème de formation des jeunes. Le taux de chômage des jeunes est particulièrement 22,3%, hein, c'est voilà, le chômage dans l'Hexagone en 2016. C'est extrêmement grave. Et moi, je préfère qu'au niveau social, des gamins arrivent à se former et à trouver un travail dans notre société, plutôt que de chercher leur voie pendant des années et des années. Alors, et c'est vrai que ça pardon, avant de poursuivre ce débat, on va retourner salle des conférences pour écouter votre collègue sénatrice du Pas-de-Calais, sénatrice centriste Catherine Fournier. Elle est rapporteure de ce texte, elle est à votre micro, Saveria Rojek. Absolument, Delphine, vous venez de le dire, rapporteur du texte. Bonjour Catherine Fournier. On parle cet après-midi, bien sûr, de cette réforme et de l'apprentissage. Le Sénat qui veut laisser la gestion de l'apprentissage aux régions. Quelle est votre position là-dessus, tout d'abord ? Alors, le Sénat ne laisse pas l'apprentissage à la main des régions. En fait, il n'y a qu'un pilote dans l'avion. On l'a bien compris, c'est un choix qu'a fait la Commission et les rapporteurs. Le pilote, c'est l'État. Mais la co-construction, c'est effectivement la région, parce que la région a quand même la compétence en termes de développement économique de chacun de ses territoires, pour chacune des régions, et en plus elle a une parfaite maîtrise des besoins de ce tissu économique pour qu'il soit justement et judicieusement en fait réparti sur ces territoires. À votre sens, on ne retire pas aux régions la gestion de l'apprentissage? C'est ce que l'on demande. On demande qu'il y ait une co-construction avec les régions. On ne demande pas un copilotage, on demande une co-construction. Et ça peut se faire par l'intermédiaire des conseils en évolution professionnelle, des commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Et ça a été l'action qu'a menée le Sénat en la matière. En ce qui concerne la formation professionnelle, parce que je précise que vous êtes rapporteur de cette partie-là du texte sur la formation professionnelle, quelle est votre position là-dessus? Quelle est la position du Sénat? Alors, il est certain que nous est venu à l'esprit immédiatement suite aux nombreuses auditions que nous avons faites, mais c'était un sujet phare du gouvernement, la monétisation du CPF. Or, il s'avère qu'on a quand même constaté qu'il y avait une dépréciation des droits du salarié ou de l'actif en termes de monétisation par rapport aux heures qui pouvaient être dévolues par avance. Les communistes et les socialistes demandaient d'ailleurs la suppression de cette monétisation. Oui. Mais le rôle du Sénat, vous savez, le rôle du Sénat, c'est de faire avancer les textes. Le gouvernement nous propose un texte. On essaie d'adoucir en fait cette contribution euro sur le compte personnel de formation de l'actif, mais ce qu'on a proposé, nous, c'est de permettre une réactualisation tous les 3 ans, qui n'était pas prévu. Et en termes de conversion entre le CIF et le CPF transition, puisque on passe d'un horaire personnel de formation, c'était de faire en sorte qu'on ait une concertation pour la monétisation de ces heures. On a bien compris. Concertation, co-construction. Merci beaucoup. Merci Catherine Fournier d'avoir répondu à la question. Merci à vous. Merci à vous, Saveria, pour cette réaction. Alors, on continue ce débat, mais avant cela, je voudrais vous faire réécouter le chef de l'État, puisqu'il s'est longuement exprimé lundi lors du congrès de Versailles sur sa vision de l'apprentissage. On l'écoute. L'apprentissage et l'alternance seront cet accélérateur de mobilité sociale dont nous avons besoin. Nous mettons ainsi au cœur du système le jeune et son maître d'apprentissage, et nous reconstruisons tout autour d'eux avec un seul objectif: en finir avec les ravages du chômage de la jeunesse. Nous baissons le coût de l'apprenti pour l'employeur, rendons ces filières plus attractives pour les jeunes, simplifions les règles pour les rendre plus adaptées à la réalité du travail. Aussi, je demanderai à tous un effort collectif. Aux entreprises pour prendre des apprentis, aux enseignants pour en faire la promotion, aux familles pour soutenir leurs enfants dans cette voie professionnelle épanouissante. Tous, nous devons faire de cette réforme un formidable défi collectif de la nation dans les années qui viennent. Max Brisson, il a raison, le chef de l'État, d'appeler les entreprises, les familles, les enseignants à jouer le jeu et aussi à promouvoir l'apprentissage. On reste à des lieux communs, il a raison, mais ce sont des lieux communs. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit la rapporteure, Madame Fournier. Elle parle de co-construction, elle a raison.
Il ne faudrait pas que l'on soit dans une sorte de dogmatisme, et je pense que le gouvernement est dans une sorte de dogmatisme. Il a dealé avec quelques grandes branches professionnelles. Il a dealé, excusez-moi de le dire ainsi, avec une partie du MEDEF. Et vous le voyez dans votre reportage, l'ancien président du MEDEF qui disait toute sa satisfaction. Moi, je ne suis pas sûr. Il faut bien sûr que les branches soient associées aux régions. Il faut être dans la co-construction. Il faut être dans le copilotage. Nous sommes d'accord avec une volonté de développer l'apprentissage. C'est une nécessité absolue pour nos entreprises, pour l'emploi et pour nos jeunes. Car ça ne marche pas aujourd'hui. Mais ça ne marche pas, on est d'accord. Mais moi, je doute qu'en écartant les régions, on n'est déjà plus dans le copilotage. Certes, le Sénat fait en sorte que les régions soient réintroduites. Mais le gouvernement, au départ, était très réticent. Il y avait un deal confié aux branches. Et M. Cattas le disait tout à l'heure, nous sommes mieux à même. Moi, je doute que dans tous les territoires, les branches soient mieux à même. Je doute que certaines branches soient en capacité suffisante de porter l'apprentissage. Donc ne soyons surtout pas dans le dogmatisme. La co-construction dont parlait Mme Fournier, le copilotage, cela nécessite que tout le monde puisse avoir sa voix au chapitre et pas privilégier un secteur que d'autres. Que certains conseils régionaux n'aient peut-être pas été suffisamment en pointe, c'est possible. Mais d'autres ont été en pointe dans certaines régions. Car certains n'utilisent pas tous les crédits dédiés donc, justement soyons pragmatiques, comme on l'est au Sénat. Essayons d'avancer en copilotage, mais n'entrons pas dans un nouveau dogme en disant que seules les branches sont capables de porter l'apprentissage. Oui. Olivier Henno. Moi, je conteste plus la méthode que le fond. Effectivement, cette réforme, il y a une forme de précipitation à aboutir, et ça, c'est inacceptable. Mais en revanche, notre système de formation professionnelle ou d'apprentissage dans ce pays ne fonctionne pas bien. Moi, j'avais la responsabilité du RSA auparavant dans le département du Nord. Eh bien, pour trouver des formations pour les personnes les moins formées, c'est extrêmement complexe et on sait bien que les milliards de la formation professionnelle vont en direction des gens qui sont déjà très formés. Et donc même la monétarisation, moi je trouve que c'est... D'abord, c'est pas un pourcentage très important, hein, faut en mesurer la portée. Mais l'idée de faire en sorte d'individualiser les carrières, ça me paraît aussi intéressant d'expérimenter, de travailler. C'est pas la mère des réformes, on y retravaillera sur cette formation professionnelle. Mais je pense que l'idée d'individualiser la formation correspond aussi à une aspiration de la population. Parce que les carrières linéaires, 40 ans, 30 ans dans la même société, c'est terminé. Les gens vont faire 15 sociétés. Et donc, il faut aussi que l'individu, la personne plus exactement, participe à sa formation. Donc, sur cette inspiration, moi, je la partage. Mais il faut travailler, il faut prendre le temps, il faut mieux se concerter. Et donc, sur la forme, il y a beaucoup à en dire. Jacques-Bernard Magny, est-ce qu'il y a un risque de voir certains CFA fermés avec cette réforme? Ça a souvent été évoqué, notamment sur ce plateau. Oui, d'aucuns qui ont expertisé la chose disent jusqu'à environ 700 CFA qui pourraient être fermés en conséquence de ces dispositifs. Ça serait tout à fait regrettable parce qu'on sait bien que ceux qui risquent de fermer, ce sont ceux qui sont dans les territoires les plus en difficulté, qui ont le moins de moyens déjà. Et ce que disait notre collègue tout à l'heure, c'est certainement vrai, mais justement, si on doit avoir plusieurs métiers dans sa vie, il faut que la formation initiale, qu'elle soit à travers l'apprentissage, qu'elle soit à travers la formation professionnelle à l'éducation nationale, soit la plus large possible et n'abandonne rien jusqu'à un âge au moins de 16 ans. Et quand on voit dans ce projet de loi comment on crée des classes prépa métiers, qu'on remplace les fameux dispositifs qui avaient été mis en place pour simplement que les élèves aillent en alternance, effectivement, à partir de 15 ans. Mais là, à partir de 15 ans, on fait comme si ceux-là étaient déjà prédestinés à avoir un métier par l'apprentissage ou par la formation professionnelle. Moi, je crois que c'est un peu jeune. On est dans une société où on le voit bien, la détermination professionnelle se fait de plus en plus tard. Je ne veux pas dire qu'il faut que tout le monde y aille à l'université, c'est pas ce que j'ai dit. Mais par contre, il faut que l'accès à la formation professionnelle et à la connaissance des métiers, à l'orientation vers le métier se fasse d'une manière certainement plus intelligente que ce qu'elle a été faite jusqu'à maintenant, mais pas en allant à l'envers de ce que exige la formation de base du citoyen jusqu'à 16 ans, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui permet à nos jeunes d'avoir un éventail assez large. Alors, on a tous des exemples. Si on part sur des exemples individuels, on trouvera toujours à tout argumenter et à tout justifier. Mais je crois quand même qu'il faut faire pour tous. Et dans un pays comme le nôtre, c'est pas toujours facile. Ouais. Alain Marc, on va voir aussi que les partenaires sociaux sont plutôt hostiles à cette réforme. Ils ont d'ailleurs été auditionnés au Sénat. Écoutez, ce représentant de la CGT, lui, il s'inquiète des conséquences du coût, justement, de cette réforme de l'apprentissage.
Si vous voulez faire une formation de formeur sur tôle avec des machines importantes, c'est pas du tout le même coût qu'une formation tertiaire ou diverse. Donc il ne faut pas assujettir la formation à son coût, c'est-à-dire que le salarié fasse un choix en fonction du coût et des moyens dont il dispose, mais bien en fonction de son projet professionnel. Alain Marc, on entend les inquiétudes effectivement des syndicats. Toutes les formations, tous ces apprentissages n'ont pas le même coût en effet. C'est vrai, mais en même temps, qu'on l'a dit, la vie professionnelle aujourd'hui et demain ne sera pas un long fleuve tranquille. Et l'on sait les uns et les autres qu'il faut adapter les formations au désir et à ce que va être la société. Donc il faut faire du cousu humain. Or, le cousu humain, pour le faire demain, rien ne serait pire que le statu quo. Et je crois que le Sénat est vraiment la chambre du bon sens. Je crois que de travailler beaucoup plus ce texte-là que ce que l'on a fait dans la précipitation, etc., nous permettrait quand même d'avoir une vue à moyen et à long terme. Et comme disait le collègue, c'est pas la mère de toutes les réformes, mais il faut aller plus loin. On a un problème vraiment avec l'orientation dans ce pays. On découvre l'orientation en seconde, en première, par des salons annuels où des gamins viennent découvrir des métiers. Mais enfin, on n'y est pas, quoi. C'est pas du tout cela. Ce que l'on doit découvrir de la société, c'est tout à fait autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, selon vous, Alain Marc? C'est aussi qu'il y a beaucoup de métiers qui sont exercés par nos enfants qui n'existent pas encore. D'accord, mais en même temps, vous ne pouvez pas continuer à mettre l'orientation entre les mains de gens qui certes sont estimables, mais qui ont fait des formations en psycho et en sociaux, qui ne connaissent rien. Là, pour le coup, il faut associer, effectivement, les branches professionnelles, il faut associer les régions qui, elles, ont en charge aujourd'hui en compétence l'économie, mais surtout faire découvrir le spectre des possibles dans la société aux enfants, aux écoliers, le plus tôt possible, parce qu'ils auront ainsi la possibilité de choisir. Aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité de choisir. Et effectivement, on choisit par défaut certaines formations, parce qu'on ne connaît pas l'éventail des possibles. Et c'est ce qui est particulièrement grave, je trouve, pour les enfants d'aujourd'hui. Il faut faire ce travail d'orientation chez les plus jeunes, Max Brisson. Et en commençant par dire aux élèves que l'apprentissage, ça peut se faire à tous les niveaux, qu'on peut préparer aujourd'hui un master par apprentissage, que l'apprentissage, ça concerne aussi l'enseignement supérieur, que les écoles d'ingénieurs, que les écoles de commerce ont multiplié les voies par apprentissage et que cela marche, parce que cela crée ce lien entre la formation initiale, qui doit être de haut niveau, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Bernard Magnier, et puis parallèlement, la formation pratique, passer en alternance de la théorie à de la pratique. Donc cela fonctionne et ça fonctionne dans les meilleures écoles. Donc il faut d'abord rehausser, je crois, l'image de l'apprentissage. Ensuite, moi je voudrais revenir sur les régions. Bien sûr qu'elles doivent être associées avec les branches, qu'il faut faire du partenariat. Mais attention quand même à nos territoires. Moi j'en ai par essence, par nature, une loi qui recentralise. La première fois que l'on reprend une compétence aux régions depuis Gaston Defferre, depuis 1982. Une loi qui recentralise, on sait très bien comment ça se termine. Ça se termine au profit des plus grandes structures. On va rentrer dans une sorte de logique de marché où les plus grosses structures s'en sortiront aux dépens des territoires et ce sont toujours les mêmes qui seront touchés. Et donc ce sont les enfants des territoires les plus fragiles, qui sont eux-mêmes les plus fragiles, qui seront touchés par cette réforme qui obligatoirement sera aspirante, sera recentralisatrice au profit des plus gros. Ça crée un précédent. Et c'est une fracture sociale supplémentaire qui s'inscrit toujours dans une fracture territoriale. Et si les élus du Sénat le disent avec plus de force, c'est parce qu'on est bien porteur au Sénat de cette fracture territoriale qui est aussi une fracture sociale. Donc il ne s'agit pas de défendre quelques avantages particuliers des conseils régionaux. Il s'agit de défendre ici les enfants des territoires les plus fragiles qui ont besoin de formation de proximité. Je ne crois pas que toujours le culte de la centralité soit le meilleur vecteur de l'épanouissement des élèves qui doivent entrer dans les voies d'apprentissage. Max Brisson, dans le reportage de cette jeune fille, elle fait son apprentissage en Bourgogne, mais son rêve, c'est de partir aussi en Nouvelle-Zélande. Et heureusement. Et heureusement qu'il y a une possibilité d'ouverture, y compris pour les jeunes de ces territoires-là, bien entendu. Et si l'apprentissage permet cette ouverture dans le monde entier, alors là, nous serons dans une voie de la réussite. Olivier Henno, je voudrais aussi vous entendre sur le relèvement de l'apprentissage. On pourra être apprenti jusqu'à l'âge de 30 ans. Est-ce que vous en pensez ? J'y suis très favorable, puisque je pense que ça peut modifier l'image en profondeur et c'est nécessaire. L'un des problèmes de l'apprentissage, c'est que aujourd'hui, ça marche presque mieux pour les hautes études que pour les métiers qu'on a vus tout à l'heure. Moi, je suis très attaché à la décentralisation. Cependant, il y a aujourd'hui 40% des places
dans les CFA qui sont vacantes. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc, tenir compte de la réalité, faire un choc d'offres, avec des entreprises changer les qui n'arrivent images pas à avec trouver de les main-d'œuvre entreprises, aussi. je pense que c'est nécessaire. Autrement, je crains que si on ne change rien, on en soit encore à Lionel Stoléru d'ici 10 ou 15 ans, parce que c'est ça ce dont il s'agit. Et en même temps, il y a des régions où ça marche bien, il y a des régions où ça a moins bien marché. On ne peut pas dire que parce qu'on décentralise, ça marche forcément mieux. Parce qu'on décentralise, les territoires ne sont pas oubliés. Quelquefois, moi je suis très attaché à la décentralisation, mais quelquefois un choc d'offres, un choc d'organisation est nécessaire. Et je pense que ce qu'a dit Catherine Fournier est la bonne solution. Il ne s'agit pas d'éloigner les régions, mais la coproduction, le copilotage, comme ça se fait dans les pays du Nord ou comme ça se fait en Allemagne, c'est tout de même faisable ici dans ce pays, en France. Jacques-Bernard Magny, avant de vous faire réagir, écoutez cette réaction d'un des représentants de la CFTC auditionné au Sénat, justement sur ce relèvement de l'âge à 30 ans. Nous avions demandé à ce qu'il y ait un niveau jusqu'à 45, voire plus. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans les grandes entreprises, malheureusement, où il existe encore des salariés qui ont fait la plus grande partie, voire toute la partie de leur carrière, lorsqu'ils se retrouvent au chômage, ils pourraient à ce moment-là, grâce à cette formule de l'apprentissage qui va au-delà des 30 ans, pouvoir trouver effectivement un emploi, se former dans un nouveau métier et puis ensuite être embauchés. Jacques-Bernard Magny. Oui, je crois qu'on ne parle pas de la même chose. Il s'agit là de la formation continue. On peut toujours, par la voie de l'apprentissage, assurer des formations continues. Ce n'est pas impossible. Alors pourquoi pas à 30 ans, alors jusqu'à 45, comme le dit le responsable syndical, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne solution. En tout cas, on peut rallonger. Il faut faire attention. Par contre, que ce dispositif n'aille pas à l'encontre et ne supprime pas des moyens pour ceux qui ont plus besoin de l'apprentissage que des gens qui ont entre 25 et 30 ans. Parce qu'il est bien évident que ce n'est pas entre 25 et 30 ans qu'il y a le plus de gens qui vont recourir à l'apprentissage pour apprendre un métier. Donc il faut faire très attention que des moyens qui ne sont pas extensibles, on le sait bien aujourd'hui, ne soient pas détournés ou enlevés de ceux qui en ont le plus besoin. C'est notre préoccupation et c'est un peu la réserve sur laquelle on pourrait être de rallonger jusqu'à 30 ans. Alors Marc, on arrive bientôt au terme de ce débat. Il y aura des apports du Sénat qui seront votés pour avoir la bonne réforme de l'apprentissage. Jusqu'à 30 ans, moi, cela me va très bien parce qu'on a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui, le bac ne sélectionnant plus, vont en licence, voire en master, cherchent leur voie, ne la trouvent pas et par contre ont l'idée à 25, 26 ans, 27 ans qu'ils pourraient effectivement faire, pourquoi pas, boulanger, pâtissier, maçon et se lancent dans l'apprentissage. Et je trouve que ce n'est absolument pas une mauvaise idée parce que ces gens-là qui par ailleurs ont parfois une formation générale solide, eh bien, peuvent ensuite devenir des chefs d'entreprise et ça ne me paraît pas complètement idiot. Max Brisson, cette réforme de l'apprentissage, elle va sortir du Sénat dans une version modifiée. Ça sera la bonne voie, selon vous ? Bien entendu, parce que le Sénat va introduire davantage le copilotage, la présence des régions, va remettre un petit peu d'équilibre. Il n'empêche que la matrice d'origine est mauvaise parce qu'il y manque l'éducation nationale. On a un calendrier, une méthode, nous l'avons les 4 dit, qui ne fonctionne pas. C'est ça le point faible. Alors le travail du Sénat améliorera le texte, améliore le texte. On est en cours de l'amélioration, mais la matrice d'origine est mauvaise. Le grand absent, c'est l'éducation nationale. Et sans l'éducation nationale, lorsqu'on veut s'occuper de l'ensemble des jeunes, bien, la révolution copernicienne dont parlait la ministre n'aura pas lieu parce qu'il manque un absent. Et cet absent, il est essentiel parce que c'est lui, aujourd'hui, qui pilote la plupart des jeunes du système de formation initiale. Olivier Henno, cette révolution copernicienne ? Oui, je crois que le terme est un peu excessif. Oui. La réalité, c'est qu'on a un chômage structurel français qui est spécifique, et notamment parmi les jeunes. Moi, je le vois, à la frontière belge, ils ont un chômage de 2 à 3%, c'est-à-dire le plein emploi, et on n'est pas plus bête qu'eux. Et même en football, on est meilleur d'ailleurs. Même en football, on est meilleur. Mais je pense qu'il faut faire ce choc d'offres. Et donc, même si sur la méthode, il y a beaucoup à en dire, je pense que l'intention du texte n'est pas mauvaise. Bien, merci à vous Olivier Henno, merci Jacques-Bernard Magny, merci Alain Marc, merci Max Brisson. Je vous laisse regagner l'hémicycle puisque les débats se poursuivent. On va d'ailleurs retrouver Tam Tranui depuis la tribune de presse. Tam, où en est-on de cette réforme de l'apprentissage ? On sait qu'il y avait beaucoup d'amendements sur ce titre cet après-midi. Et oui, Delphine, les sénateurs sont en effet en pleine discussion sur l'apprentissage. Il vient d'avoir une suspension de séance, mais la séance devrait reprendre d'ici quelques minutes. Alors l'objectif du gouvernement sur ce thème que vous avez largement évoqué en plateau, rendre
rendre l'apprentissage plus attractif pour les jeunes, plus simple pour les employeurs et avec une gouvernance rénovée. Mais à gauche de l'hémicycle notamment, les communistes jugent que cela ne va pas suffire à redorer le blason de l'apprentissage. Écoutez à ce propos la sénatrice Céline Brulin. Vous avez peut-être en tête, comme moi, cette phrase extrêmement malheureuse d'un PDG d'une grande entreprise française sur une radio publique qui, à la question « Vos enfants ont-ils été en apprentissage ?», avait eu le culot, permettez-moi de le dire ainsi, de répondre « Non, mes enfants ont réussi à l'école ». Eh bien, c'est précisément cela qu'il faut changer pour revaloriser l'apprentissage. Or, dans cet article 7, sont ouverts des portes extrêmement inquiétantes qui risquent de transformer la voie de l'apprentissage non plus en une voie de formation initiale, ça a été dit, mais comme une voie de formation professionnelle. Pour préciser les propos de Céline Brulin, elle faisait référence à ce qu'avait pu déclarer le PDG de Veolia, qui avait dit effectivement que ses enfants étaient brillants à l'école et qu'ils n'avaient donc pas fait d'apprentissage. Alors, au cœur des critiques du groupe communiste, le fait également que l'on supprime la mention de la jeunesse comme cible de l'apprentissage. Cela, couplé au rehaussement de l'âge d'entrée dans l'apprentissage, leur fait craindre le dumping social pour les salariés, à qui l'on finirait par proposer un contrat d'apprentissage plutôt qu'un contrat de travail. Outre cette critique, il y en a une autre qui a été partagée sur tous les bancs de l'hémicycle et dont on a beaucoup entendu sur votre plateau, notamment de la part de Max Brisson, le fait que cette réforme n'ait pas été menée à quatre mains avec Jean-Michel Blanquer pour que les réformes du lycée professionnel et de l'apprentissage soient faites en même temps. Écoutez à ce propos la réponse de Muriel Pénicaud qui a tenté de rassurer. Nous avons 1 300 000 jeunes qui cherchent leur voie. Il faut au contraire faire coopérer les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lycées professionnels pourront tous ouvrir des sections d'apprentissage, je l'ai dit hier. Ça voudra dire que dans les campus des métiers, on favorisera aussi les passerelles entre statut scolaire et apprentissage dans les deux sens, qu'on pourra faire une partie de parcours sous une forme, une autre partie sous une autre forme. Ce sont deux voies pédagogiques. L'apprentissage, c'est faire pour apprendre. Le statut scolaire, c'est on apprend d'abord, puis on applique, puis on fait. Et ça peut correspondre à des jeunes différents ou à des moments différents de motivation des jeunes. Il faut les deux et nous travaillons main dans la main. Et je pense que d'ailleurs, vous le verrez d'ici la fin de la journée. On va attendre de voir à la fin de la journée si les sénateurs sont plus convaincus. On attend également pour la fin de journée le gros des débats sur le rôle de copilote des régions dans l'apprentissage. On sait que c'est un point qui est extrêmement important pour les Sénats. Donc là aussi, vous avez encore beaucoup parlé tout à l'heure. Des régions qui ont été quelque peu mises de côté par le projet de loi de Muriel Pénicaud au profit des branches professionnelles et aux grandes dames des sénateurs. Merci beaucoup, Tam. Et vous le savez, il y a eu un échec de la commission mixte paritaire sur le projet de loi alimentation. C'était hier à l'Assemblée nationale. Pas de consensus entre les députés et sénateurs sur ce texte porté par le ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture, Stéphane Travert, ce qui a suscité la colère des sénateurs. Écoutez la réaction de Sophie Primas. Elle était au micro de Saveria Roget, c'était il y a quelques minutes. Bonjour Sophie Primas, merci de répondre à nos questions. Votre réaction donc après l'échec de cette commission mixte paritaire, vous êtes en colère? Oui, je suis en colère parce que entre les paroles du président de la République au Congrès sur sa volonté de renforcer le Parlement et les pouvoirs du Parlement et ce qui s'est passé en commission mixte paritaire mardi à midi avec l'Assemblée nationale me paraît complètement orthogonal et tout à fait contraire à la volonté affichée du président de la République. En quoi le gouvernement balaie le travail des parlementaires? Le gouvernement balaie le travail des parlementaires car lorsque nous sommes en commission mixte paritaire, l'objectif est de trouver un accord sur les points de différence entre les deux textes, celui qui a été voté à l'Assemblée nationale et celui qui a été voté au Sénat. Or là, la CMP a consisté à parler sur l'article 1 et singulièrement sur la création des indicateurs concernant les prix, qui était une partie de l'article 1 qui avait été voté de la même façon à l'Assemblée nationale et au Sénat et sur lequel, normalement, nous n'aurions pas dû revenir puisque c'était le vote souverain et de l'Assemblée nationale et du Sénat. En clair, vous dénoncez les faux semblants, c'est ça qui conduise les élus à suivre les indications du gouvernement malgré les accords qui ont été actés entre les deux chambres. Malgré les accords, alors il est vrai que cet
accord et ce vote à l'Assemblée nationale avait été fait contre l'avis du rapporteur et contre l'avis du gouvernement. Néanmoins, l'Assemblée nationale est souveraine. Et donc, moi, j'ai vu un rapporteur qui, dans son propos liminaire, nous disait le gouvernement ne veut pas ça, le gouvernement ne veut pas ça, le président ne veut pas ça. Mais l'Assemblée me semble devoir être indépendante du gouvernement et du président de la République. Quelle a été la réaction du gouvernement face à votre courroux ? Aucune. Je n'ai aucune nouvelle du gouvernement, du ministre Christophe Castaner. Personne n'a pris la peine de nous appeler et d'essayer de comprendre pourquoi nous étions en colère. Il est assez rare que le Sénat réagisse de façon vive, mais là vraiment, en plus la communication de l'Assemblée nationale a été quasi indigne, car ils ont communiqué, oui, parce qu'ils ont communiqué sur des mensonges. Ils ont communiqué en disant le texte, on n'a pas pu se mettre d'accord, puisque sur le titre 2 qui concernait notamment toute la partie environnementale et alimentation, nous étions trop loin, nous étions trop éloignés sur ce titre-là. Nous n'avons pas lu ce titre ensemble et nous avions, nous, Sénat, des propositions à faire. Dernière question, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une désinvolture qui se généralise? C'est-à-dire que les accords en CMP sont de plus en plus difficiles à trouver? Eh bien écoutez, je ne sais pas, parce que moi c'est ma deuxième CMP en tant que présidente de cette commission. Sur la première, nous n'avions déjà pas trouvé du tout d'accord. Les autres présidents me disent que effectivement c'est de plus en plus difficile. Ce qui est très probable également, c'est que comme les textes sont très très gros, balayent des champs très différents, nous allons attaquer dans quelques instants la loi Elan sur le logement, on va avoir 140 articles et évidemment sur des sujets très différents. Donc il est fort probable que sur tous ces sujets-là, nous n'arrivions pas à un total accord sur l'ensemble des articles. Très bien, merci beaucoup. Merci Sophie Primas pour cette réaction. Merci. Dans la loi fondamentale des enjeux environnementaux et climatiques, il faut dire que les avis sont partagés. Quentin Calmé. Y a-t-il un intérêt à rajouter une phrase sur l'environnement dans l'article 1 du texte sacré de la Ve République? Depuis un mois, Nicolas Hulot se targue d'avoir obtenu cette avancée de la part du président de la République, avec une idée déjà très précise de ce qu'il souhaite voir inscrit dans la Constitution. La République assure un niveau de protection de l'environnement élevé et en constante progression, notamment pour la protection de la biodiversité et l'action contre les changements climatiques. Ça peut être une base de réflexion. Finalement, la phrase a quelque peu évolué avec l'examen à l'Assemblée nationale. Mais au Sénat, cette idée interroge. Selon le président de la Commission des lois, cette initiative est tout simplement inutile. Nous avons inscrit dans la Constitution, en 2004, la Charte de l'environnement. Ce n'est pas un article symbolique, ce sont 10 articles qui créent des droits et des devoirs. On peut réfléchir à reparler de nouveau de l'environnement dans la Constitution, mais ça n'a pas d'intérêt concret et pratique pour améliorer la lutte effective contre le changement climatique. Aujourd'hui, les sénateurs de la Commission du développement durable du Sénat entendaient plusieurs constitutionnalistes et experts afin de se faire une opinion en la matière. Et ce matin, les avis étaient partagés. La Constitution telle qu'elle est aujourd'hui a-t-elle été un obstacle à la mise en œuvre d'une politique audacieuse de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique ou la biodiversité? La réponse est non. Et Michel Prieur vient de rappeler que 26 lois sur le changement climatique ont été adoptées. Elles ont été adoptées sans difficulté constitutionnelle. Moi, quand je prends le Code de l'environnement, regardez, il y a la définition de l'environnement, détaillée, l'environnement comprend, etc. Il n'y a pas le climat dedans. Des sénateurs qui auront l'été pour se faire une opinion avant le début de l'examen de la réforme constitutionnelle à l'automne au Palais du Luxembourg. Et quand on parle de réchauffement climatique, de quoi parle-t-on? À Météo France, on étudie différents scénarios. C'est un reportage de Samia Dechir. Orages violents, températures records. La France vient de vivre le deuxième printemps le plus chaud du XXe siècle. En 100 ans, la température de l'Hexagone a déjà grimpé de 1,4 degrés et pourrait augmenter bien davantage dans les 100 ans à venir. Dans quelle proportion? Cela dépendra des quantités de gaz à effet de serre que nous rejetterons dans l'atmosphère. Dans certains scénarios optimistes où on essaye de faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines décennies, on aurait donc une augmentation limitée à 1 ou 2 degrés sur la France. Des scénarios beaucoup plus pessimistes où on ne ferait absolument rien
pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. La hausse des températures en été en France pourrait monter à plus de 4 degrés, dans certains scénarios 6 ou 7 degrés. S'il est difficile de prévoir les conséquences en termes de précipitations, on sait en revanche que la France connaîtra plus de périodes de canicule. L'épisode de 2003, jusqu'ici historique, pourrait devenir la norme. Plus on prend un scénario pessimiste, donc avec une augmentation importante des températures en été d'ici 2100, plus le risque de fortes et intenses vagues de chaleur et qui peuvent durer très longtemps augmente. Donc la probabilité d'avoir des étés beaucoup plus chauds que 2003 est décuplée plus on va dans des scénarios pessimistes. Des canicules déjà plus nombreuses et intenses qu'avant. Les 3 vagues de chaleur records depuis un siècle en France ont eu lieu ces 20 dernières années. Dominique Bourg, philosophe, professeur à l'Université de Lausanne, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Dominique Bourg, merci d'être avec nous. Je précise que vous êtes également l'auteur d'une Nouvelle Terre, cet ouvrage sur justement ces enjeux climatiques. On va en parler, vous avez été auditionné ce matin par les sénateurs. Alors l'environnement et le climat ont-ils leur place dans la Constitution ? Bien évidemment. Ils ont leur place dans la Constitution tout simplement parce que la Constitution, c'est à la fois les grandes valeurs, les grandes orientations d'une nation, et puis c'est aussi un certain nombre de principes qui sont, si vous voulez, qui traversent les partis, qui sont au-dessus des postures partisanes. Et par exemple, l'égalité entre les genres, etc. Et si vous regardez bien la question de l'environnement, ça n'est pas une question comme une autre. Si vous avez un climat qui se dégrade énormément, si on prend les scénarios extrêmes, si vous avez une biodiversité qui s'effondre, eh bien en fait c'est l'habitabilité de la Terre qui est en cause. Je rappelle que le climat c'est simplement les conditions qui permettent l'épanouissement de la vie sur Terre. Donc on ne peut pas séparer climat et biodiversité. Si les choses se dégradent énormément, vous ne pouvez plus vous livrer à vos activités économiques, vous ne pouvez même plus faire des lois. Bon, si on laissait dériver les choses, c'est une horreur. Donc ce n'est pas un sujet comme un autre, c'est un sujet qui conditionne les autres. Pourquoi ne pas compléter la charte de l'environnement de 2004 ? Ça a été évoqué ce matin. Et puis on a entendu Philippe Bas, le président de la commission des lois, dire bien que l'inscription du climat dans la Constitution était tout simplement inutile. Non, alors ça, je ne comprends pas bien si vous voulez, cette position. Dans la charte de l'environnement, le mot climat ne figure pas. L'association climat-biodiversité n'y sont pas. Vous allez me dire, mais pourquoi ne pas effectivement changer, enrichir la charte ? C'est difficile. On a un texte qui fait, comment dire, partie d'une unité qui a son équilibre. Et en plus, il y a les articles, les 8 articles, mais il y a aussi le préambule, et on devrait lire les articles en fonction du préambule, qui, lui, est intéressant. Il renvoie à ce que je viens de dire, le préambule. Il nous rappelle que l'humanité n'est apparue qu'avec certaines conditions naturelles, et que si ces conditions naturelles se dégradaient beaucoup trop, elles pourraient aussi disparaître. Est-ce que ça a un réel impact, ou est-ce qu'on est purement dans le domaine du symbolique ? Non, on n'est pas du tout dans le... Ça a été très bien rappelé par les différents juristes qui étaient là ce matin. Non, lorsqu'on touche une constitution, on va manifestement au-delà du symbolique. C'est-à-dire, et en plus, on ne peut pas savoir à l'avance, si vous voulez, ce qu'un texte constitutionnel va, au fil des décennies, pouvoir donner. Il y a parfois des surprises dans l'histoire des interprétations. Non, c'est tout simplement, encore une fois, première raison, eh bien, dans l'article 1, on affirme ce qui est fondamental. Or, on entre dans une époque nouvelle. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, eh bien, nous autres humains, en fonction de nos activités, on peut déstabiliser nos conditions de vie sur Terre. Ça, c'est nouveau. Ça n'existait pas avant. Alors que ça ne figure pas dans une constitution qui doit, si vous voulez, indiquer les grandes orientations d'une nation et les grands principes sur lesquels elle s'appuie, ça paraît assez bizarre. Ensuite, environnement, ça n'est pas climat ou biodiversité. D'une part, environnement, c'est assez vague. Et puis, environnement, ça veut dire plein de choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est climat, biodiversité, c'est prioritaire. Si vous voulez, c'est les 2 indicateurs qui sont les plus importants sur l'évolution des conditions d'habitabilité de la Terre. Si ça se dérègle sur le plan du climat, si ça se dérègle sur le plan de la biodiversité, et en fait ça va ensemble, comme je viens de vous le dire, eh bien en fait c'est l'ensemble du système de nos conditions de vie qui bascule. Première raison. Deuxième raison, climat et biodiversité, c'est précis. Ça vous permet de lier ces choses-là à des indicateurs précis, à contrôler des politiques publiques, à voir si on atteint nos objectifs. Il y a eu, ça vient d'être rappelé, 26 lois sur effectivement le climat, mais je vous rappelle qu'en 2017, les émissions françaises ont augmenté de 3,3%.
plus que l'augmentation mondiale. C'est donc que ça ces va lois, imposer, forcer la France à être davantage exemplaire, Dominique Bourg. Ça ne suffira pas. C'est une incitation. Si vous voulez, en fait, nos systèmes juridiques, ils se sont construits à partir de la Révolution française pour mettre en avant, en fait, essentiellement la liberté d'entreprendre. C'est très important, la liberté d'entreprendre. Mais la liberté d'entreprendre, dans certains cas, elle peut être contradictoire avec d'autres droits. L'importance de mettre ces principes dans la Constitution, eh bien, c'est qu'on puisse trouver un équilibre entre la liberté d'entreprendre et puis la préservation de nos conditions de vie. Qui veut mettre en cause nos conditions de vie? Donc en fait, c'est simplement une tentation un peu absurde. Donc c'est ça qu'il faut faire. Réintroduire ces dimensions pour que petit à petit, on s'habitue à retrouver un équilibre correct. La France peut avoir un rôle moteur sur ce point, puisqu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup... Il y a ce pacte mondial pour l'environnement, mais pas beaucoup de pays ont ces enjeux climatiques gravés comme ça dans leur constitution. Alors, enjeux directement climatiques, non, mais enjeux environnementaux dans la Constitution, non, c'est 160 pays qui les ont, et ça s'est multiplié les 10 dernières années. Non, après, en plus, en France, à l'extérieur, on ne voit pas bien, parce que les gens ne comprennent pas, beaucoup d'analystes étrangers ne comprennent pas le préambule. Quand on voit une Constitution, c'est le texte de la Constitution. Et effectivement, dans la Constitution, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est la présence du mot environnement à l'article 34 qui indique simplement le domaine de la loi, le domaine sur lequel intervient le Parlement. Non, là, il s'agit de faire en fait une sorte de tête de pont à l'intérieur de la Constitution par rapport à la Charte de l'environnement. Vous avez eu 2 gros colloques organisés en mars à Paris sur l'impact de la Charte de l'environnement auprès du juge constitutionnel, auprès du juge administratif et auprès du juge judiciaire. Autant vous dire qu'il est très faible. Alors qu'on ne me dise pas que c'est satisfaisant. Si c'était satisfaisant, on ne verrait pas l'état que nous connaissons aujourd'hui en termes de climat et en termes de biodiversité. Est-ce qu'il faut également parler de finitude des ressources, de limites planétaires, dans des termes très précis? Alors, si vous voulez, la chose essentielle dont nous devons tenir compte et qui constitue la vraie limite dans un premier temps à la liberté d'entreprendre, c'est justement le fait qu'il y a des limites planétaires, qu'il y a une finitude. Le climat, lorsque vous avez les flux d'énergie qui augmentent par trop, eh bien effectivement, c'est les conditions de vie sur Terre, via la chaleur et via d'autres impacts, qui se dégradent énormément. Tout simplement parce qu'il y a une espèce de marge dans laquelle on doit intervenir. Si on sort de cette marge, si on sort de ce tunnel de variation, on met en cause nos conditions de vie. Alors c'est la finitude. La finitude des ressources, c'est simplement une autre expression de cette question de finitude. Mais c'est sûr que la finitude du climat et la finitude de la biodiversité, elle est première. Si ça se dégrade, vous n'aurez même pas l'heure d'aller chercher des ressources. Et si certaines ressources manquent, on vivra autrement et on ne pourra pas. Si le climat se dérègle totalement, on aura du mal à vivre. Vous voyez ? Donc en termes de priorité, on met climat et biodiversité en avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas les ressources. On a vu ce matin certains sénateurs plutôt pas vraiment convaincus de cette inscription dans la Constitution de la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que vous avez été surpris par ce que vous avez pu entendre, par exemple? Non, je n'ai pas été surpris dans la mesure où moi je suis parti d'un constat. Ça fait 60 ans, et pas qu'en France, à l'échelle domestique dans les différentes nations, à l'échelle internationale sur le plan du droit international, ça fait 50 à 60 ans qu'on légifère, mais toujours en disant on n'acceptera une chose que si ça ne vient pas heurter cette fameuse liberté d'entreprendre. Bien, effectivement, ce n'est pas très efficace. Il faut qu'on trouve des compromis. Et on peut d'autant plus les trouver que des façons de faire de l'économie, comme des façons d'être agriculteur, il y en a bien des différentes. Certaines sont conciliables, d'autres beaucoup moins. Ça pourrait faire évoluer justement les mentalités sur ce point? Ce changement Elles sont en train d'évoluer et on a vraiment l'impression qu'auprès de certaines sénatrices et certains sénateurs ce matin, disons, des évolutions assez présentes dans la société n'ont pas toujours gagné tous nos représentants au Sénat. Oui. Vous avez également beaucoup évoqué le principe de précaution ce matin lors de votre audition. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors si vous voulez, franchement, cette affaire de principe de précaution est complètement cocasse. Il y a eu très peu d'usage, 5 au maximum, de l'article 5 de la Charte constitutionnelle en France par rapport à la précaution. En même temps, vous connaissez l'affaire du chlordécone, vous connaissez l'affaire des néonicotinoïdes, etc. En fait, le problème du principe de précaution, c'est pas qu'il existe et qu'on l'applique, c'est qu'on ne l'applique pas. Donc ça pourrait justement, cette nouvelle constitution, modifier les choses sur ces points et sur ces exemples que vous venez de citer? Oui, si vous voulez, l'idée, c'est qu'on comprenne qu'on a changé de monde, qu'on remet vraiment en cause nos conditions de vie sur Terre, ça n'est pas léger comme affaire, qu'on a une accélération du phénomène aujourd'hui. Si vous prenez l'Antarctique en moyenne, c'est moins 50 degrés. Et bien maintenant, vous avez une perte de glace très importante, pas simplement à l'ouest de l'Antarctique, mais pratiquement sur tout le pourtour. On a un emballement, une accélération. Il serait quand même bon que
le constituant, en prennent acte. Eh bien, merci à vous, Dominique Bourret, d'être venu sur ce plateau. Vous le savez, l'examen de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage se poursuit au Sénat. On en a parlé avec mes invités. On va retourner salle des conférences pour une réaction sur ce texte avec vous. Saveria Rojek, à vos côtés, c'est le sénateur socialiste du Doubs, Martial Bourquin. Bonjour Martial Bourquin, Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Hier, au début de l'examen de ce projet de loi, les discussions ont été tendues. Il y a eu plusieurs rappels au règlement, notamment suite aux annonces du chef de l'État la veille à Versailles sur la remise à plat de l'assurance chômage. Est-ce que vous avez le sentiment que le travail du Sénat, le travail parlementaire est piétiné ou qu'en tout cas le gouvernement le traite avec désinvolture? Dans une démocratie et une république, il y a des pouvoirs, il y a des contre-pouvoirs. Bien sûr, le gouvernement a son rôle à jouer, simplement il doit passer par le Parlement. Et il semble que le passage par le Parlement, pour le président de la République, est un passage gênant, un passage où il ne fait pas ce qu'il veut. Il faut absolument, dans une démocratie épanouie, que le Parlement ait toute sa place. Et il semble bien, on a vu le jour du Congrès à Versailles, qu'il y a, je dirais, une volonté de mettre de côté tous les corps intermédiaires et le Parlement. C'est très embêtant au moment où on parle de la Constitution. Et cet amendement déposé à la dernière minute par le gouvernement modifie substantiellement le texte. Mais bien sûr, vous avez un texte qui n'a plus du tout la même signification lorsqu'on l'amende aussi profondément. Et donc, il faut que le président de la République se dise qu'il est dans une démocratie où il y a un bicamérisme, où il y a un Parlement, et le Parlement, c'est la démocratie. Ce sont les élus du peuple qui sont là, et il doit les respecter. Martial Bourquin, les principales organisations syndicales et patronales étaient réunies aujourd'hui. La semaine prochaine, ils se retrouveront à l'invitation d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Qu'est-ce qui peut sortir d'une telle rencontre? Est-ce que ça aussi, ça télescope bien sûr le projet de loi qui est examiné en ce moment même par le Sénat? J'ai l'impression que aussi bien les syndicats patronaux que les syndicats de salariés ont été totalement télescopés sur la loi concernant la formation professionnelle. Mais totalement télescopés. Et les régions ont été télescopées aussi. On a une loi qui se fabrique avec des spécialistes, des sachants, contre la représentation nationale. Et là, quand même, on doit se poser la question sur comment fonctionne ce gouvernement et comment fonctionne le président de la République. Mais justement, est-ce que vous avez le sentiment que la rencontre de la semaine prochaine à l'Élysée peut augurer d'un changement justement de relation entre Emmanuel Macron et les partenaires sociaux? C'est plutôt souhaitable pour notre démocratie. Pour l'instant, ça ne se passe pas bien. Et si les syndicats ont décidé de se rencontrer, y compris avec les syndicats patronaux, c'est qu'aujourd'hui, tous les corps intermédiaires sont systématiquement squeezés, et donc c'est très mauvais pour la démocratie, et y compris pour la qualité des lois qui sortent aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit que nous rencontrons de graves problèmes, y compris sur la lisibilité des lois, et sur le fait que régulièrement, le gouvernement arrive avec des dizaines d'amendements changeant complètement les orientations de ces lois. Merci Martial Bourquin pour cette réaction. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Saveria. Comment limiter et anticiper la pénurie de médicaments? On le sait peu, mais l'an dernier, près de 530 médicaments considérés comme essentiels ont été en rupture de stock en France. Les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme sur ce phénomène croissant. Au Sénat, c'est une mission d'information qui a été créée. Cécile Sixou. Rupture de stock. En France, en 2017, 530 médicaments n'étaient plus en circulation, soit 30% de plus qu'en 2016. Une situation inacceptable pour le Sénat, qui a créé une mission d'information. Le premier pénalisé est bien évidemment le patient, avec des conséquences majeures quand il s'agit de traitements importants, de maladies graves. On a vu dans certains cas avoir recours à la chirurgie parce qu'on n'était pas en capacité à donner un traitement à un patient. 3 types de médicaments sont particulièrement concernés, les anti-infectieux, les médicaments du système nerveux et les anticancéreux. Une pénurie liée à des difficultés de production comme les manques de matières premières, les défauts de qualité ou la perte de savoir-faire. Aujourd'hui, la loi oblige l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, à anticiper ces ruptures et proposer des solutions. Mais pour la sénatrice Laurence Cohen, il faut développer un service public du médicament.
Ça a conforté chez moi le fait de réfléchir ensemble à ouvrir des pistes pour avoir un pôle public du médicament et de la recherche, parce que là on voit bien que nous sommes soumis finalement aux volontés des laboratoires, des industriels d'une manière générale. Les sénateurs rendront leurs travaux au mois de septembre. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Catherine Rumeau-Pichon, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjointe à la directrice de l'évaluation médicale, économique et de santé publique au sein de la Haute Autorité de Santé. Merci d'être avec nous. Sur ce plateau également, Martine Berthet, bonjour. Vous êtes sénatrice LR de la Savoie, membre de la Commission des Affaires sociales. Vous êtes par ailleurs pharmacienne de profession et vous êtes membre du bureau de cette mission d'information. Jean-Pierre Decolle est également sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes sénateur du Nord, apparenté au groupe Les Indépendants, République et Territoire. Vous faites partie également en tant que rapporteur de cette mission d'information sur la pénurie de médicaments et de vaccins. Et puis Renaud Nadjaï est également avec nous. Bonjour. Vous êtes pharmacien à Rambouillet. Vous êtes président de l'URPS d'Île-de-France, c'est l'Union régionale des professionnels de santé, et aussi président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine des Yvelines. Bienvenue à tous les quatre. Première question pour vous, Martine Berthet. Qu'est-ce qui a poussé le Sénat à se saisir de cette question sur la pénurie de médicaments et de vaccins? Écoutez, je ne le sais pas précisément. Il faudrait poser la question à notre rapporteur. On va lui donner la parole après. Voilà. Ce que je peux vous dire, effectivement, c'est que c'est une question, une véritable question de santé publique qui se pose à nous, avec une sonnette d'alarme déjà tirée par la HAS, la NSM, il me semble aussi, depuis une quinzaine d'années, et qu'il est vraiment temps de se pencher sur cette question et de regarder quelles sont les solutions qui peuvent être mises en œuvre. Effectivement, vous l'avez signalé, il y a énormément de médicaments en rupture, et de plus en plus. Jean-Pierre Decolle. Oui, ce qui nous a invités à la réflexion, eh bien, c'est simplement le témoignage des gens du terrain. Je crois que le grand public est inquiet, est angoissé, et c'est légitime que le Sénat s'empare de cette problématique, d'autant qu'on a aussi été interpellé par les pharmaciens ruraux qui s'inquiètent de ce contexte, puisqu'on connaît malheureusement dans notre pays une sous-médicalisation. N'allons pas vers un sous-traitement pharmaceutique dans notre pays. Renaud Nadjaï, cette hausse, on en a parlé, est inédite. Comment on explique cette pénurie finalement ? Écoutez, je crois que les sujets ont été relativement abordés. Il a été pointé du doigt notamment peut-être des problèmes d'exportation, parce que le prix du médicament en France est un prix bas au niveau européen, et que certains pourraient avoir la tentation à faire de l'exportation. Ensuite, il y a des ruptures qui sont dues soit à la fabrication, le principe actif, ou la chaîne de fabrication, et ensuite vous avez aussi des ruptures qui peuvent être dues à un moyen de répartition des produits. Voilà. Et je rejoins ma consoeur, bien sûr, sur la problématique qui est réellement un problème de santé publique, un problème de permanence de soins. Et que, contrairement peut-être à ce qui a été dit, je crois qu'il n'y a pas de petits ou gros médicaments. C'est qu'à partir du moment où un médicament est prescrit, et il est nécessaire à un traitement, on ne peut pas d'un côté inciter les professionnels tous dans leur ensemble, et le pharmacien particulièrement, dans le suivi de l'observance, et de l'autre côté être confronté à un problème de disponibilité du produit dans l'état actuel des choses, sauf à modifier peut-être la réglementation, et que le pharmacien puisse éventuellement substituer, et là on ne parle pas avec la même molécule, bien sûr, avec l'accord du médecin. Alors on va venir, si vous voulez bien, aux conséquences, justement, dans la pratique professionnelle de cette pénurie. Ça touche aussi les vaccins Ça touche également les vaccins. Alors soit des ruptures, soit des tensions d'approvisionnement, un peu moins de stock disponible. Et ça conduit effectivement à prendre des mesures particulières d'adaptation. On parle de médicaments essentiels, Jean-Pierre Decolle. Ça concerne quels médicaments, par exemple, cette pénurie ? Je voudrais même préciser qu'on peut aussi tenir compte d'une éventuelle sous-estimation de la demande. Et il faut aussi tenir compte d'un fait qui est important, c'est que dans 15% des ruptures, eh bien, c'est un manque de matière active,
Et il faut rappeler que l'essentiel des matières actives sont produites dans les pays asiatiques. Alors en Inde, en Chine, c'est là que les molécules actives sont produites et on sait qu'il y a des problèmes justement après alors que nous avons de mise sur dans la notre marché à cause de pays les ça. meilleurs biologistes et les meilleurs chimistes. Ouais. Comment on l'explique ça? Parce que ça pose des problèmes effectivement. Vous proposez de relocaliser. Absolument. Oui. Bon, je pense qu'il y a probablement un problème économique. Il ne faut pas se leurrer. J'ai souhaité, moi, dans les auditions, rappeler l'éthique des professions de santé. Mais on n'échappe pas à ce volet économique, voire spéculatif, dans certaines situations. Ouais. Martine Berthet, c'est vrai qu'on découvre que la plupart des molécules actives sont fabriquées, produites dans des pays comme l'Inde ou la Chine. Et l'année dernière, par exemple, l'amoxicilline, le marché s'est retrouvé sous tension, qu'il y a eu la fermeture d'usines en Chine. Alors en plus, c'était pour justement lutter contre la pollution dans ce pays. Oui, tout à fait. Et c'est là justement que se situe la limite de ces délocalisations, c'est que l'on ne maîtrise plus du tout notre approvisionnement en principes actifs. Et qu'il faut absolument, au niveau européen, bien sûr, je pense que ce n'est pas un sujet franco-français, mais au niveau européen, il faut absolument que l'on puisse à nouveau produire des principes actifs, avoir une industrie chimique à nouveau forte. Effectivement, ces délocalisations viennent de problèmes économiques parce que on sait très bien le coût du travail en France est plus cher parce que aussi on a beaucoup de contraintes, beaucoup de normes qui s'imposent de plus en plus à nous, notamment à travers les bonnes pratiques de fabrication. Et tout ceci coûte beaucoup. Et puis aussi concernant la fabrication, donc ça c'est la question des principes actifs, mais pour la fabrication par elle-même, des médicaments anciens et pourtant essentiels sur l'effet thérapeutique qui ne sont plus fabriqués tout simplement parce qu'ils coûtent trop cher en fabrication par rapport à leur prix de vente et les chaînes de production ne peuvent pas être renouvelées par les industriels. Renaud Nadjahi, pardon. À moins qu'on évoque le fait qu'ils ne sont peut-être pas vendus assez cher. Oui, c'est ça, tout à fait. Ils ne sont pas vendus assez cher. Et je crois que là, il y avait eu une proposition de la HAS. Oui, dès lors que les médicaments, même anciens, ont une valeur thérapeutique résiduelle, même pour une petite fraction de la population, effectivement, il faut s'assurer qu'ils restent disponibles sur le marché. Mais bon, ça pose un problème industriel aussi de garantir des bonnes qualités de fabrication pour un tout petit marché. Donc, il peut aussi y avoir ce type de difficultés. Je voudrais juste rappeler, c'est vrai qu'on constate, vous avez rappelé les chiffres, une augmentation de ces pénuries ou de ces tensions d'approvisionnement. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler un petit effet réverbère, qui est qu'aujourd'hui, on les regarde aussi beaucoup, on y fait beaucoup plus attention et on demande des signalements. Et donc, de fait, on en voit plus. C'est un casse-tête parfois de trouver certains médicaments. Comment font les pharmaciens, Renaud Nadjahi? Ils attendent. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Ils essayent de répondre à la demande du patient. Ils essayent d'avoir, parce que ce qui a été dit est parfaitement exact, mais par contre, on s'aperçoit que dans un certain nombre de cas, le médicament en question n'est pas disponible chez le répartiteur, mais dans une chaîne de distribution directe, avec tout ce que ça comporte en termes de logistique et de temps consacré en dehors d'un soin, puisque je préférerais passer autant de temps avec mon patient plutôt que d'essayer de le passer avec un fournisseur qui, pour X raisons, a décidé une distribution en direct, si vous voulez, du produit. Du coup, on importe beaucoup de médicaments d'Espagne, de République tchèque notamment. Écoutez, aujourd'hui, les normes qui sont apposées de toute façon sur le médicament imposent, tout au moins en France, et d'ailleurs, heureusement, on est un des pays les plus sécures, entre guillemets, pour la qualité du médicament. On trouve peu ou pas de contrefaçon, et on a une chaîne de médicaments qui est plutôt parmi les meilleurs. Voilà. Donc, peu importe le pays européen sur lequel ça a été fabriqué, les normes sont les mêmes et les contrôles aussi. Il n'y a pas que l'Europe, parce que parfois pour les anticancéreux, j'ai lu qu'on allait jusqu'en Australie justement pour s'approvisionner. Oui, mais bon, de toute façon, ils doivent répondre à un cahier des charges précis et il y a, Dieu merci, les autorités qui veillent, entre guillemets, sur la qualité du produit, du médicament qui a été mis dans le traitement. Donc, est-ce que c'est vrai qu'on prend des médicaments moins pertinents, parfois plus agressifs et qui augmentent le risque de résistance bactérienne, Jean-Pierre Decolle? Oui, alors, des médicaments qui contiennent la même matière active mais qui ne sont pas forcément dosés de la même façon. Et ce qui crée des angoisses pour les services
et pour les patients notamment. Et ne serait-ce que ça, c'est pas acceptable. Notre ami pharmacien de service a évoqué les répartiteurs. Je crois qu'il est important de bien préciser que ce n'est pas le fabricant qui livre le pharmacien. Et les répartiteurs ont un rôle, les 186 répartiteurs de notre pays ont un rôle important, puisque eux-mêmes jouent déjà un peu la zone tampon pour essayer de prévoir. Et je crois qu'il faut tenir compte de cette potentialité, sachant toutefois que les répartiteurs ont d'autres difficultés, il faut les prendre en considération, mais ils sont probablement les plus en phase avec un contexte local et qu'il faut savoir utiliser. Naturellement, il ne nous appartient pas ici de donner les premières conclusions de notre mission, mais nous avons tout de même des auditions très, très riches avec des propositions qui aujourd'hui sont encore potentielles. Alors, Martine Berthet, sans dévoiler le fruit de votre travail. Oui, je voulais revenir sur votre question de l'antibiorésistance notamment. C'est vrai qu'effectivement, c'est l'antibiotique de base, le premier antibiotique mis sur le marché, l'amoxicilline qui était en rupture. Et effectivement, s'il faut aller sur d'autres molécules, on court le risque de créer des antibiorésistances, c'est vrai. Oui. Il y a aussi un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est sur le coût des médicaments, le prix des médicaments à la vente. Il faut savoir qu'en France, nous avons les médicaments qui ont les prix les plus bas, parmi les plus bas, mais les plus bas, je pense, d'Europe. Et ça, c'est un réel problème parce que les flux de production, quand ils sont plus rares, sont vraisemblablement orientés vers les pays dans lesquels ils sont vendus plus cher pour des questions économiques. Ça, c'est un problème. C'est pour ça que je disais qu'il est important de voir ce sujet au niveau européen et aussi pour aligner tout ce qui est notice, emballage, qui permet une meilleure répartition sur le plan européen. Catherine Rumeau-Pichon. Oui, je voudrais revenir sur deux mots qui ont été dits, l'adaptation et l'anticipation. Et on le voit notamment dans le cadre des vaccins, qui sont certes des médicaments, mais particulièrement complexes à fabriquer et sur lesquels il y a beaucoup de procédures qualité et réjouissons-nous de cet état de fait. Une fois que le vaccin est en tension ou en rupture, la Haute Autorité de Santé, par exemple, sur le vaccin CETEL, adapte les recommandations vaccinales pour tenir compte à la fois de la pénurie et surtout du temps que va durer cette pénurie, qui est un élément très important. Et donc, on identifie les publics cibles prioritaires et on peut arriver à adapter pendant un temps. C'est-à-dire qu'on priorise les patients, on est obligé de cibler ? Non, on identifie les facteurs de risque les plus importants, donc les patients qui ont immédiatement besoin, enfin les patients ou les personnes d'ailleurs, parlant de vaccination, c'est pas forcément des patients, qui ont vraiment besoin d'être immédiatement protégés, et d'autres pour lesquels on peut trouver des stratégies alternatives, sachant qu'il y a quelques cas d'arrêt de commercialisation, mais sinon on a des tensions relativement courtes dans le temps, donc on peut adapter une stratégie. Et l'autre mot que vous avez souligné, monsieur, c'est la notion d'anticipation, et je crois qu'il y a vraiment une clé là-dessus, y compris pour éviter le désarroi des patients ou des professionnels, qui est d'avoir une meilleure anticipation avec les industriels et pour mettre en place des stratégies alternatives. C'est la solution, ça, Renaud Nadjaï, l'anticipation des besoins, d'autant que la consommation de médicaments augmente de plus en plus. Oui, parlons-en. Là, j'ai la liste de 40 laboratoires, fabricants de produits, de médicaments, 580 produits, avec les taux de satisfaction ou de disponibilité auprès d'un répartiteur, voilà, qui va de 9% à 99%. C'est inacceptable. Que l'on soit dans un système de quotas, que le répartiteur qui a l'obligation, dans les 72 heures au plus tard, de me fournir le traitement, de n'avoir une réponse que pour 9% de ses besoins, 9%. Donc, alors comment est-ce qu'on gère ce problème-là et comment est-ce qu'on va choisir, nous, pharmaciens, devant le patient, la personne sur 10 qui aura mérité le bon traitement, quoi. Enfin, de quel droit? Vous en êtes là aujourd'hui, il faut faire des choix. Ça peut avoir des conséquences dramatiques sur... Eh bien oui. Eh ben oui, et c'est tous les jours. Il y a aussi cette histoire avec aussi des dispositifs médicaux qui aujourd'hui posent un réel problème et qui deviennent un levier économique de commercial en termes de présence sur un marché, alors qu'on a ça va faire réagir, j'imagine, les parlementaires. Vous découvrez cette situation, Jean-Pierre Decolle? Alors, je ne suis pas
issu de la profession de santé. Je suis professeur de mathématiques. Donc j'ai un regard peut-être un peu distant de toute cette problématique. J'ai découvert. Alors je constate aussi qu'il y a probablement une nécessité d'une meilleure information entre les partenaires. C'est ce que les États-Unis ont réussi et que nous devons probablement mettre en application également, au-delà des relocalisations. Je crois que là, il y a une nécessité de favoriser aussi les consultations au niveau des gestions de stock. Aux USA, il y a une inspection qui fait un travail important et qui est respectée. On accepte que les stocks soient inspectés, vérifiés et qu'on en ait une vision synthétique. C'est pas le cas en France. C'est compliqué de savoir, de connaître les stocks des laboratoires pharmaceutiques. Mais je crois que c'est une des carences de notre système. Martine Berthet. Il existe déjà quelques outils qui ont été mis en place ces dernières années, comme le DP Rupture au niveau des officines, qui fonctionne très bien et qui est un lien entre les industriels et la pharmacie d'officine pour connaître et anticiper. Il y a aussi les patients qui petit à petit se sont habitués à faire du stock quand le médicament est disponible. Malheureusement. C'est peut-être pas non plus justement une très bonne solution. Ce n'est peut-être pas idéal non plus. Et puis bien sûr, le travail qui est fait au niveau de la Haute Autorité de Santé. Mais il y a aussi, je pense, des ruptures importantes, de plus en plus importantes au niveau hospitalier. Et là aussi, certainement, des process à revoir, notamment dans les lancements d'appels d'offres. Et le fait qu'il n'y ait souvent qu'un fournisseur de retenue pénalise énormément les hôpitaux derrière. Je pense que ça devient très très critique pour les hôpitaux et il y a quelque chose à faire là aussi. Catherine Rumeau-Pichon, on parlait d'anticipation. Il y a d'autres pistes à explorer pour ne pas avoir à être confronté à ce type de situation de pénurie. Je crois que Madame l'a beaucoup dit, c'est-à-dire que ça dépend aussi beaucoup de la taille des marchés, que ce soit en volume ou en valeur. Et le niveau européen est probablement vraiment un niveau de réflexion importante pour qu'il y ait une harmonisation aussi des relations, y compris avec les industriels, et pour pouvoir faciliter le flux de médicaments. Ils sont prêts à jouer le jeu aujourd'hui, ces industriels, selon vous? On entendait parfois un peu d'opacité sur les stocks. Non, je pense qu'ils sont prêts à jouer le jeu. Ils se positionnent de telle manière qu'on arrive à gérer ces difficultés qui, parfois, encore une fois, sont liées à des difficultés de fabrication ou de problèmes sur les matières premières et qui ne sont pas strictement imputables, malheureusement, à l'industriel. Ouais. Le président du LEM estime à 20% des ruptures la part purement industrielle. Voilà. Donc il reste quand même 80%. Hein. Donc il y a quand même un problème à souligner, oui, très bien, et que évidemment, je parlais tout à l'heure de sécurité du médicament, et tant mieux que l'on puisse bien en amont arrêter un produit qui potentiellement pourrait être dangereux ou qui ne correspondrait pas aux critères d'évaluation. Mais ce n'est que 20%. Et ben dans 80%, il y a autre chose. Et le autre chose, croyez-moi, c'est pas le pharmacien d'officine, c'est sûr. Je ne suis pas sûr que le répartiteur, enfin tous les répartiteurs en majorité, soient directement responsables. Et je ne suis pas non plus sûr que ce soit l'industriel. Mais par contre, une chose est sûre, Madame l'a dit, et je partage à 3000%, c'est que tant qu'il y aura un marché plus rentable que le nôtre, eh ben on aura l'envie d'aller vers ce marché-là, et c'est naturel et humain. Hein. Mais ça sera un bouquet de propositions. Merci Renaud Nadjahi, merci à vous Jean-Pierre Decool, merci Martine Berthet, merci Catherine Rumeau-Pichon d'être venue sur ce plateau pour débattre de cette question. Avant de se quitter, on retourne dans l'hémicycle du Sénat. Vous le savez, c'est la loi Pénicaud qui poursuit son parcours législatif. Tam Tranui suit les débats pour nous depuis la tribune de presse. Tam, où en est-on ce soir de l'avancée des débats ? Bien écoutez Delphine, les débats se poursuivent autour de la question de l'apprentissage, avec toujours cet objectif affiché par le gouvernement, rendre l'apprentissage plus attractif pour les jeunes, plus facile, plus simple à mettre en place pour les entreprises et en réformer la gouvernance avec l'idée que ça resterait une des solutions pour résoudre le problème du chômage des jeunes en France. Un objectif d'ailleurs qui est largement partagé par la majorité sénatoriale qui est en pointe dans la défense de l'apprentissage
et dans sa valorisation. Alors les sénateurs ont tout à l'heure débattu des conditions de rupture du contrat d'apprentissage et actuellement ils ont sur l'article 10 de ce projet de loi un article qui étend les compétences des régions en matière d'orientation professionnelle. Il y a beaucoup de prises de parole qui sont prévues, beaucoup d'amendements également. C'est un préalable avant d'aborder un autre article très important en matière d'apprentissage, l'article 15, lui, qui porte sur le rôle des régions dans ce copilotage de l'apprentissage, des régions qui ont été quelque peu mises de côté dans ce projet de loi Pénicaud au profit des branches. Et on va voir comment les sénateurs vont tenter de résoudre ce qui pour eux est un problème. Merci beaucoup Tam. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.